Fred, ça va avec vous pour un 23e épisode de la balado. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez survécu à l'Armageddon du verglas. Ne lancez pas la pierre aux météorologues, s'il vous plaît. C'est pas de leur faute. Ils ont fait leur travail de nous avertir. Mais est-ce qu'on peut quand même se questionner sur la hype médiatique que tout ça a pris? Moi, j'ai ouvert la presse comme je fais tous les matins. Je fais le tour des médias et il y avait comme une chronique écrite sur un coin de table de Patrick Lagacé. Il y avait le Québec en alerte. Il y avait, en fait, c'était un dossier spécial et tout au long de la journée, il y avait cette espèce de couverture. En fait, il nous invitait à suivre la tempête de verglas avec nos journalistes. Je suis comme, OK, y a-tu plusieurs journalistes présentement en ligne qui commentent? Bon. Puis finalement, il y a eu un certain verglas, oui, qui est tombé, mais assez loin de ce qu'on nous annonçait. Puis encore une fois, je pense que c'est... vous savez, moi, je critique les médias allègrement, je me gêne pas, parce qu'il faut le faire. Parce que sinon... parce qu'on les aime aussi. Mais là, c'est ça me faisait rire un peu. Puis là, on a eu des petites tensions dans notre couple, parce que ma blonde... parfois, plus perméable à... Parce que là, évidemment, c'est que tout le monde lit ça, puis là, tout le monde se craint, puis là, les gens vont acheter des chandelles, vont acheter des piles, achètent sortent leurs vieux radiotransistors, puis là, ben, elle était un peu fâchée mercredi que finalement, il n'y a pas eu la tempête qui était prévue. Puis moi, j'étais derrière en lui disant, ben non, attendons, au pire, on ira mercredi matin acheter des piles, puis du canage, puis on se creusera notre bunker, mais finalement, on n'a pas eu besoin. Alors voilà, on s'en est sorti. Aujourd'hui, je vais rebondir sur le dernier épisode. Je vous en avais parlé. J'avais, avec tout ce qui s'est passé en Iran, les attaques américaines, israéliennes, j'avais envie de parler d'Iran, mais pas de tomber dans l'analyse de ce qui se passe actuellement, parce que j'ai beau être critique des grands médias, mais parfois, à ce niveau-là, ils font un excellent travail d'analyse. Il y a des spécialistes. Bon, je vous ai parlé de Pierre Pallavi. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais Nima me disait, bon, je ne le connais pas personnellement, mais il s'est quand même distancié de son cousin, qui est le candidat à prendre ou non le pouvoir. Vous allez voir, on en parle tantôt de toute façon. C'est sûr que moi, j'avais entendu des extraits aussi de ses apparitions dans les médias français où je sentais une différence de ton. Mais de toute façon, on ne va pas tant parler de ça, qu'on va parler de la vision de Nima Machouf, qui n'est pas née en Iran. Je pensais qu'elle était née en Iran, mais elle va le dire tantôt. Elle est née en France, mais c'est parce que ses parents étudiaient. Ses parents sont iraniens. Son conjoint, Amir Kadir, est iranien également. Donc, sa vision à elle, d'une femme de gauche qui a milité, même à l'époque, qui était très jeune. Alors, il y a cette partie souvenir-là qui est vraiment intéressante. Et j'avais envie qu'on regarde un peu, parce que je connais rien de l'Iran, à part les grands clichés dont je me rappelle quand j'étais petit, le Shah d'Iran qui a été chassé par les méchants islam, puis l'ayatollah Khomeini qui était toujours dépeint comme... quelqu'un d'extrêmement arriéré, et Nima va en parler tantôt, puis bon, on n'était pas loin de la réalité, mais avec certaines nuances, donc c'est pour ça que j'avais envie de lui parler, parce qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux, puis je trouvais que c'était une parole citoyenne que j'avais envie d'entendre pour nous parler de ce pays très complexe, et qui est en train de vivre un drame, et qui le vivait déjà avec la répression extrêmement violente de ce régime, de cette république islamique qui est dans ses derniers retranchements et qui redouble de violence. Alors, je trouvais ça important aussi qu'on en parle, qu'elle puisse en témoigner, mais qu'on prenne un pas de recul et qu'on voit aussi quel a été le rôle des grandes puissances depuis longtemps autour de cette région-là, de ce pays-là. Alors voilà, c'est le menu. C'est le menu de ce 23e épisode. On l'a fait vraiment rapidement. Fait que c'est vraiment... Vous allez voir, il y a des choses que je dis, vous allez me dire, mon Dieu, je peux pas croire qu'ils savaient pas ça. Mais oui, effectivement, on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. Puis je pense que des fois, c'est important aussi de laisser tomber le montage, puis de laisser juste la parole survenir. Alors voilà. Puis vous allez voir aussi, on entend
au moins une reprise. L'autre, j'ai dû l'enlever, mais il y a son petit-fils qui était là, parce qu'évidemment, les écoles et les garderies étaient fermées. Puis il a tenté plusieurs fois de venir nous voir. Il a même pris le micro, mais on ne l'a pas entendu, malheureusement. Il était très drôle. Vraiment une drôle d'énergie, une drôle de bête. Alors, voilà. C'est ce que je vous propose, ce 23e épisode de la balado. Bonne écoute. Nima Machouf, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous, un peu. Québécoise d'origine iranienne. Je vis au Québec depuis 42 ans. Je suis épidémiologiste et aussi femme politique. Merci de m'accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup vu passer des publications sur l'Iran, bien sûr. Puis là, je me suis dit, ce serait peut-être le fun d'avoir Nima pour parler de l'Iran différemment. Évidemment, je vais le faire modestement, là. Mais je trouve que parfois, il y a un filtre ici médiatique par rapport à l'Iran. Puis je pense à mon enfance aussi, à la révolution islamique en 79. Bon, il y a vraiment, à l'époque de la guerre froide. Mais j'avais envie de prendre un pas de recul et essayer de comprendre les tensions et la complexité d'un pays millénaire comme l'Iran. Parce que je trouve que souvent, on réduit beaucoup l'Iran ici dans la façon qu'on en parle. Oui, c'est vrai. Surtout parce que l'Iran, c'est un pays millénaire, mais c'est aussi un énorme pays, oui. 90 millions d'habitants. Oui. C'est un pays qui est aussi grand au niveau de la superficie, ouais. aussi grand que le Québec. Ouais. Et comme le Québec, une bonne partie n'est pas du tout habitée. Ouais. Chez nous, c'est pas la glace, mais c'est le désert. Ouais. Donc, un tiers du pays est occupé par le désert. Okay. Donc, le reste de la population est quand même assez dense partout. Et quand on se promène du nord au sud, de l'est en ouest, c'est comme si on changeait complètement de culture, de langue, de coutumes, même de mode vestimentaire, de mode culinaire, de langue aussi des fois. Et donc, tout est très différent. Ouais. Donc, l'Iran est très multiple et très multiculturel. Et là, quand on s'est écrit, dans ma tête, vous étiez né en Iran, mais c'est pas le cas? Moi, je ne suis pas née en Iran. Je suis née en France. Parce que mes parents, qui sont iraniens, étudiaient en France. Ah. Alors, je suis née en France. On est venu ici parce que mes parents continuaient leurs études, voulaient continuer leurs études au Québec. Alors, moi, je suis arrivée au Québec la première fois, j'avais 1 an et demi. Et nous avons quitté le Québec pour aller retourner en Iran quand j'avais 8 ans. Donc, sans dire votre âge, à peu près dans quelle décennie? J'ai 60 ans. Parce que là, les gens vont commencer à faire le calcul. Oui. Alors, j'ai 60 ans. Donc, j'avais 8 ans et demi quand on est allé en Iran. C'est 6 ans avant la Révolution. Donc, en 73, 72, 13. Et j'ai dû quitter à 18 ans. À cause de la situation politique, à cause de la répression politique en Iran. J'avais 18 ans, j'avais été expulsée de l'école, j'avais vécu le maquis pendant 1 an, j'avais été arrêtée 3 fois, mon père avait fait de la prison. Donc, il y avait j'étais plus du tout en sécurité. Donc, j'ai dû quitter et forcément, je suis venue au Québec. Est-ce que votre famille était... parce que de ce que je comprends dans ce que j'ai lu, parce que je me suis préparé, bien sûr, un minimum pour venir ici, la gauche était quand même présente en Iran. Oui. Dans les années 50, entre autres. Est-ce que vos parents étaient issus de ces mouvements-là progressistes? Oui, mes parents étaient issus de la gauche. En fait, mon père s'est politisé en Iran avant d'aller en France, mais ma mère s'est politisée en France. Elle était quand même très jeune quand elle est allée là-bas. Ça, c'est le bouillonnement des années 60, là? Oui. En France? Oui, c'est ça. Donc... Et donc, ils sont devenus, c'est ça, ils étaient issus de la gauche, ils étaient dans la diaspora iranienne, dans la Confédération des étudiants, la Confédération des étudiants iraniens à travers le monde. Tous les étudiants, beaucoup d'étudiants étaient là-dedans. Il y avait de tout, c'était comme une espèce de coalition de la droite à la gauche qui était dans cette confédération regroupée là, et ils étaient tous contre le Shah, contre la dictature. Là, on est avant la Révolution. On est avant la Révolution, oui. Le Shah d'Iran, donc ça, c'est le coup d'État de 1953 de la CIA. Oui, on a eu un gouvernement démocratique en Iran, c'était le gouvernement de Mossadegh. Donc ça, c'est avant 1953.
C'est ça. À 53, ouais. Mossadegh, il y a eu un coup d'État. Mossadegh a nationalisé le pétrole. Ah ouais. Et un an plus tard, les États-Unis sont venus, ils ont fait un coup d'État, ils l'ont mis de côté, ils l'ont enlevé, ils nous ont privés de Mossadegh et ils ont mis le Shah au pouvoir. Ouais. Parlons d'avant ce coup d'État-là. Est-ce que l'Iran, on l'a dit, vous l'avez dit tantôt, c'est une culture millénaire qui n'est pas une culture arabe? Non. Le monde arabe arrête à la frontière iranienne. Par contre, on a une communauté arabe. On a des Arabes en Iran. Ouais. Au sud de l'Iran, il y a des Arabes et au sud-ouest aussi, à la frontière avec l'Irak, on a des populations, des peuples arabes iraniens. Ouais. Mais sinon, le reste de l'Iran n'est pas arabe. Et est-ce qu'on est dans les années, mettons début du 20e siècle, même fin du 19e, est-ce qu'on est dans un contexte colonial? Non, l'Iran n'a pas été colonisé. OK. L'Iran n'a pas été colonisé. Il y avait, c'était ça a toujours été un pays indépendant. Même à l'époque de la Deuxième Guerre, l'Iran est resté neutre, a été occupé au sud et au nord, a été occupé par les différentes forces. Mais l'Iran est resté neutre et n'a jamais été colonisé. Okay. Et n'a jamais colonisé d'autres pays non plus. Parce que je lisais, entre autres, on parlait du Shah d'Iran, donc Mohammad Reza Shah Pahlavi, son père. Oui, Reza Shah. Est arrivé à la tête de l'Iran sous un coup d'État, lui aussi. Oui. Des forces russes? Non, pas russe. Mais c'était pas attendez, officier de la division cosaque, donc son père. J'ai pris ça dans le monde diplomatique. Officier de la division cosaque, une survivance de l'influence de la Russie en Iran. Les officiers britanniques chargés de la réunification des forces armées iraniennes pour la formation d'un État fort sur les flancs sud de l'Union soviétique l'insèrent dans leur dispositif. Le coup d'État de février 1929 met donc Reza Khan à la tête de l'armée. Oui, Reza Khan arrive au pouvoir. Par un coup d'État. Oui. Et par un coup d'État. Son fils, Mohammad Reza Shah, arrive avec un coup d'État américain. En 1953. Donc, à l'époque, le premier Pahlavi est arrivé avec l'aide des Anglais. Oui. Le deuxième Pahlavi est arrivé avec l'aide des Américains. Et là, l'idée là-dedans, parce que donc, ça n'a pas été une colonie, mais reste que les influences occidentales ont joué beaucoup sur son sort politique. Oui, on a toujours considéré Mohammad Reza Pahlavi, donc le Shah. Oui. Et Shah veut dire roi en persan. C'est pour ça qu'on l'appelle le Shah. Oui. Mais donc, on considérait quoi l'Iran comme un rempart contre les pays arabes dans la région? Pas contre les pays arabes, mais c'était surtout une garde-fou contre l'Union soviétique. Ah, c'est ça. Donc, l'Occident voulait... on a une énorme frontière. On avait une énorme frontière au nord avec l'Union soviétique. Oui, avec l'URSS, oui, c'est ça. Avec l'URSS. Donc, c'était extrêmement important. L'Iran est un pays pétrolier. À l'époque, on ne parlait pas de gaz, on ne parlait pas d'uranium, on ne parlait pas d'autres métaux, mais c'était surtout le pétrole qui était en vogue. Alors, l'Iran étant un pays pétrolier, il fallait développer l'industrie pétrolière. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé. Les Anglais sont venus pour aider l'Iran à développer l'industrie pétrolière. Ouais. Et Mossadegh a nationalisé le pétrole parce qu'il a demandé aux Anglais, il a dit, le pétrole nous appartient, le savoir vous appartient. Alors, on va faire moitié-moitié. Ouais. Les Anglais ont dit non, on vous donne 13% de redevance. Il a dit 13%, non. Alors, on nationalise le pétrole et c'est à cause de ça qu'il a attiré la foudre. Il a attiré la foudre de l'Occident et il s'est fait renverser. 13% de redevance, il n'a pas accepté. Les minières, ici au Québec, le gouvernement reçoit combien de redevances? Sur l'industrie minière, je dirais 5%? Exact. Imaginez. Je voulais juste donner une idée. Oui, c'est super intéressant, Nima Machouf. Tantôt, on a parlé que les ressources appartiennent au peuple. Tout à fait. Les ressources doivent être exploitées au bénéfice du peuple et non pas privatisées. Ouais. Est-ce que le progressisme des Iraniens, dont votre famille, est-ce que ça venait de l'influence soviétique?
Ou il y avait une tradition qui allait au-delà de ça? Parce que je sais que ça a été une grande crainte des puissances occidentales, entre autres que les pays arabes s'unissent ensemble, et que la gauche prenait son essor. En Égypte, entre autres, dans beaucoup de pays arabes, est-ce que c'était les écoles du soviétisme ou c'est un progressisme qui se nourrissait à plein de courants mondiaux à l'époque? Je dirais que c'est une école qui se nourrissait du marxisme-léninisme, mais pas du tout du soviétisme comme on l'entend. Parce que le Parti communiste iranien qui était pro-soviétique, c'était le Parti Tudeh. Et mes parents n'adhéraient pas du tout à cette idéologie-là. Donc, c'était différent. C'était plutôt la gauche, plutôt indépendante. Et là, dans la préparation, je me rends compte aussi que quand arrive donc le chef Mohamed Reza Pahlavi, il est accompagné de 30 000 conseillers américains. C'est on installe dans le fond une espèce d'État qui allait opérer et obéir aux Américains. C'est ça. Et ça va être considéré comme une rebuffade pour le peuple iranien. Oui. Surtout que Mossadegh était très aimé. Et donc, quand il a été mis de côté, ça a été quand même un choc. Donc, Pahlavi, Shah a dû serrer aussi l'étau et les libertés. Déjà, on est déjà... Oui, mais on était à cette époque-là, on était aussi dans une période où il y avait parti unique. Ah ouais, c'est ça. Le seul parti qui avait le droit d'exister en Iran avant la Révolution, c'était le parti des Pahlavis, le parti Rastorhiz. Donc, les autres étaient tout interdits. Il va être chassé du pouvoir, Pahlavi. Oui. Il va être chassé du pouvoir avec la Révolution. Voilà. On parle de régime corrompu. Beaucoup de corruption, mais beaucoup de... l'argent n'était pas nécessairement servi à bon escient. Il y avait beaucoup de froufrou. Il y avait beaucoup de développement aussi. L'Iran... C'est ça, c'était pas noir et blanc. Là. Non, pas du tout. Pas du tout. L'Iran était rentré dans une ère avec l'arrivée des pétrodollars dans le pays. Ces pétrodollars auraient pu servir à développer beaucoup plus le pays. Mais on était quand même dans un élan de développement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On était dans notre lancée du développement. Donc, c'est ça, mais il y avait beaucoup aussi de détournement de cet argent-là et l'argent n'était pas nécessairement dépensé là où il le fallait. Le pays avait 25% de la population à l'époque était citadine et 75% vivaient dans des villages, étaient dans le milieu rural, mais le milieu rural n'était pas si développé que ça, donc il fallait beaucoup développer les routes, l'industrie, tout ça. Donc on commençait à développer tout ça, mais il y avait beaucoup de l'argent était détourné. Beaucoup d'intermédiaires, il y en a beaucoup qui, un classique. Arrive la révolution de Khomeini en 1979. Avant que cette révolution-là surgisse, l'islam en Iran. L'Iran est un pays musulman, essentiellement musulman. Je dirais 90% de la population, 95% de la population est musulmane. Donc c'est un pays patriarcal, avec une culture patriarcale à l'époque, même maintenant. Et l'islam est très forte, les gens sont religieux et il y a peu de gens qui osent s'affranchir de l'islam. Donc la société est religieuse. On est dans une période où sur le plan des libertés individuelles, il y a beaucoup de libertés individuelles, mais sur le plan de la liberté politique, il n'y en a pas. Donc, pas de liberté d'association, pas de liberté d'expression, pas de liberté de presse. Tout ça est contrôlé par l'État. Donc, tous ceux qui sont, disons, de gauche, ils sont isolés, éliminés, en prison, molestés. Donc, arrive Ruhollah Khomeini? Ruhollah Khomeini. Qui arrive de Paris? Ça, c'est quand même étonnant quand on y repense. Khomeini avait été exilé en Irak. Alors, à quelle époque? Il est
est resté 25 ans en Irak. Ah ouais, OK, quand même. Ouais. OK. Donc, il a été exilé en Irak. Donc, il a fin 40, début 50. Là. Pourquoi on a été exilé? Mais parce qu'il était opposé au Shah. Ah, tout simplement. Il était opposé à la monarchie. Ouais. Il a été opposé à la révolution blanche du Shah, parce qu'il disait les terres des propriétaires doivent rester. La propriété est sacrée en islam, donc ça doit rester dans la main des propriétaires. Il faut pas faire de réforme agraire. Donc pour des choses comme ça, des choses comme ça. Et sur des questions religieuses aussi, lui, il a toujours voulu la religion au pouvoir. Ouais. Et le Shah était religieux, était très. Et il suivait les normes, les principes religieux aussi. Donc, il n'y avait pas de problème avec la religion, mais ce n'était pas la religion qui régnait le pays quand même. Lui, il inspirait à la modernité. Il voulait que l'Iran devienne de plus en plus moderne. Ouais. OK. Donc, chassé d'Irak, oui. Donc, Khomeini a été exilé en Irak. Ouais. Et après, l'Irak a exilé Khomeini. OK. Pourquoi l'Irak a exilé Khomeini? Parce que Saddam, il voyait que Khomeini, il arrêtait. En Iran, on est chiite. Ouais. Et j'ai dit la frontière du monde arabe s'arrêtait à l'Iran. Ouais. Donc, dans le monde arabe, ils sont majoritairement sunnites. La population irakienne, le gouvernement était sunnite, mais la population est majoritairement chiite. Ah ouais, OK. Alors, Khomeini, il incitait la population irakienne à s'insurgir contre Saddam. Il disait... vous êtes majoritairement chiite, pourquoi votre gouvernement est sunnite? Là, je ne veux pas qu'on rentre là-dedans trop, mais mettons qu'on voudrait, si on est capable de résumer, c'est quoi le clivage les clivages entre les chiites et les sunnites? Pour qu'on comprenne. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui. En Iran, ce n'est pas un problème parce que le gouvernement, la majorité de la population étant chiite, le gouvernement de la République islamique, donc depuis 1979, quand il y a eu la révolution, c'est un gouvernement chiite. Mais il n'y a pas de clivage de guerre religieuse en Iran. Okay. Donc ça, en Iran, ce n'est pas un problème. Mais à l'extérieur en Iran, il y a un certain dilemme à ce niveau-là. C'est quoi en fait, moi, je veux savoir, c'est pourquoi les chiites et les sunnites se confrontent? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question religieuse. OK, c'est pas grave. Ouais. C'est un peu comme les protestants et les catholiques. Pourquoi ils se bagarrent? Ah, bah OK. Alors que les deux sont issus... Oui, bon, voilà. Ils ont le même Dieu, alors. C'est le genre de métaphore que je voulais. Merci, Nima. Bon, là, naïvement, en me préparant, j'ai lu des trucs. Le début de la révolution du Ayatollah Khomeini, j'ai l'impression quand même que ce n'est pas non plus noir et blanc. On sent de l'espoir. Puis j'ai lu une de vos publications, je pense, sur Facebook, où vous disiez, au début, les gens accueillaient, en fait, cette révolution-là. Est-ce que tout le monde détestait la monarchie depuis longtemps? On ne peut jamais dire que tout le monde détestait ou tout le monde adorait. Donc, ça a toujours été très, très partagé. Je vous ai dit, l'Iran est très, très divers. Ouais. Et très multiculturel. Et quand on dit multiculturel, ça veut dire aussi multi-opinion. Là, on a de la visite. On a de la visite. Salut! La petite visite. Mon Dieu. Vous avez votre serviteur, Nima, qui nous amène... Merci, Bella. Merci, Gigana. Merci. Bye bye. Il veut le micro. Le micro, on le mange pas. Alors, on a du thé qui vient d'arriver magiquement. C'est ça. Donc, je lis des textes de l'époque, entre autres dans le monde diplomatique, et on sent que les gens accueillent cette révolution-là avec un certain espoir. Oui. Alors, c'est dur à imaginer pour nous, parce que quand on nous parle de l'islam, on parle toujours d'une culture rétrograde, culture... Bon. Et là, je lis des trucs, mais c'est pour ça que j'ai validé avec vous, Nima. Avec quel discours ils sont arrivés? Quand ils se sont présentés. Alors, vous voyez, on est dans une situation où c'est le Shah et la monarchie, avec sa SAVAK, qui réprime tout, avec ses prisons. Sa SAVAK, c'est la police politique? Bon, voilà. La CIA du... OK. Et la répression. Donc, on a d'un côté ça, et de l'autre côté, la gauche, elle est absente de la... Elle se tait. Est-ce qu'elle a quitté ou elle est là puis elle se tait? Elle est là, elle est en partie en prison. Ah ouais, OK. En partie, elle a quitté. Ouais.
Et elle n'est pas présente sur le plancher des vaches, disons. Donc, qui a un... Ils sont là, mais ils sont de manière tacite. Il n'y a pas de mouvement. Non, c'est ça. Il n'y a pas un contre-discours, là, non. Non, il n'y en a pas. Alors, même pas sous la couverture. Sous la couverture, oui. Sous la couverture, ça, mais tu ne peux pas faire une grosse mobilisation juste avec des tracts, c'est ça. Donc, qui a un réseau d'influence? C'est les mosquées. Et d'ailleurs, le Shah a favorisé, a encouragé les mosquées en contrepoids à la gauche, pour pas que la gauche prenne de l'ampleur. Donc, est-ce que tout le monde était contre le Shah? Non. Tout le monde n'était pas contre le Shah. Il y avait une partie de la population, surtout ceux qui avaient pu s'enrichir beaucoup, et à l'époque de la Révolution, une bonne partie de ces gens-là ont quitté l'Iran. On les entend aujourd'hui souvent dans les vox pop. On les entend beaucoup. On les voit beaucoup aussi. Ils sont beaucoup aux États-Unis aussi. Alors, cette partie-là était en faveur du Shah, mais la révolution islamique était très, très populaire. À l'époque où peut-être Téhéran avait 6 millions d'habitants, on était 3 millions dans les rues. Pour aller accueillir Khomeini. Et pourquoi? Parce que... Là, c'est mes yeux de Québécois de l'extérieur. Là. Parce qu'on disait, on faisait face à un gouvernement, à une dictature. Alors, on s'est dit, mais si on ne veut pas la dictature, ça peut pas être pire. On veut la liberté, et ça ne peut pas être pire. Alors, Khomeini, qu'est-ce qu'il promettait? Il promettait la liberté. Les gens, des journalistes sont allés le voir et lui ont posé la question. Et les femmes, vous voulez instaurer un gouvernement islamique? Il dit, premièrement, moi, je ne veux pas venir au pouvoir. Moi, je veux aller à Rome, dans ma ville sainte, et m'occuper de la religion. Donc, moi, je ne veux pas de pouvoir. Donc, déjà ça, c'est bien, positif. On promet de la liberté, parce qu'à l'époque du Shah, il n'y en avait pas. On promet la liberté. Les femmes, le voile, ben non, voyons donc. Si les femmes ne veulent pas porter le voile, elles ne vont jamais être obligées. OK, ça aussi, c'est bon. Est-ce qu'elles le portaient avant? Non. Une partie de la population qui était croyante la portait. Parce que c'est culturel. Au-delà du religieux, avant l'arrivée de la... Le voile n'est pas culturel. Le voile est religieux. Donc, les gens qui portent le voile le portent parce qu'ils croient à cause de la religion. C'est pas du tout la culture. C'est la religion. Donc, certains y croient et la portent. Certaines la portent parce que la famille les obligeait. Et moi, je connais des gens dans ma famille, une fraction qui était assez religieuse. La fille, dès qu'elle sortait de la maison, elle enlevait son tchador, elle le mettait dans le sac, puis elle faisait sa vie, puis de retour à la maison, elle remettait son tchador. Le tchador, ça, c'est le long voile, le long drap qui couvre tout le corps. Alors, donc voilà, il nous promettait ça. Et il nous promettait aussi, il disait que le Shah, avec sa savate et ses prisons, ces prisons qui étaient terribles, les prisons du Shah étaient renommées, étaient terribles. Il a dit, on va transformer toutes les prisons en musées. Voilà, on va distribuer la richesse à la population. Il y a trop d'écart de richesse et il y a trop de détournement de l'argent, les biens publics, tout ça. Donc, il est arrivé avec un discours très progressiste. Les plus vieux, moi, je me souviens, la tante de ma mère, qui était non-croyante d'ailleurs, qui n'était pas croyante, qui était athée. Sans le dire, elle était athée. Elle disait, il ne faut pas faire confiance aux mollahs. Vous n'avez pas vu l'époque que moi j'ai vécue, où j'ai vu qu'il fallait pas... Les mollahs ne sont pas progressistes. Mais avec le discours, on avait ce discours pseudo-progressiste et la dictature en face de nous. Qui était réelle. La dictature était réelle. L'autre, on pouvait rêver, se permettre de rêver. Ben là, on s'est permis de rêver. Et c'est pour ça qu'on est tombé dans ce piège. Je l'avoue, on est tombé dans ce piège avec beaucoup d'espoir d'arriver à une société où il n'y avait plus de dictature. Et rapidement, est-ce que la dictature en a remplacé une autre? Très rapidement. Donc, c'est en février que le pouvoir a basculé. Même pas 3 semaines plus tard, c'était le 8 mars. Alors, on célébrait le premier 8 mars après la Révolution. Moi, à l'époque, j'avais 14 ans. Donc, on était dans les rues, une grosse manif, super motivés, tout ça, les femmes dans la rue.
Et là, cette même journée-là, on s'est fait attaquer. Ils ont voulu nous imposer le voile. Le premier slogan antidémocratique qui a surgi, c'était Yorusari, Yotusari. Soit vous portez ce voile, soit on vous frappe. Ah ouais. Même pas 3 semaines après la Révolution. Donc, on a vu que le danger était à la porte. Ouais. Et d'ailleurs, durant le courant de la Révolution, les mouvances islamiques ont essayé de tout uniformiser le discours, les slogans. On n'avait pas le droit de parler sous prétexte qu'il faut s'unir contre le Shah. Ouais. On n'avait pas le droit de... Tous ceux qui étaient pas du courant ou de la mouvance de Khomeini n'avaient pas le droit de s'exprimer. Il fallait pas... les gens de gauche étaient réprimés dans les manifestations. Le Shah Pahlavi, lui, il s'en va aux États-Unis. Il s'en va, il ne sait pas où. Personne ne l'a. Personne ne savait. Okay, personne ne l'acceptait. Ah, ok. Les États-Unis l'ont refusé. C'est l'Égypte qui lui a donné refuge finalement. Okay. Le Mexique l'a refusé. Les États-Unis. Parce qu'éventuellement, la famille Pahlavi est partie aux États-Unis. Ils sont là aujourd'hui, encore aujourd'hui. Une partie en France, une partie aux États-Unis. OK. Mais est-ce que ces supporters essaient de... Est-ce qu'il y a une période de mouvance quand Khomeini arrive? Non. C'est réglé. Non, le Shah était fini. OK. Le Shah était fini, était maudit. Il va mourir l'année d'après, je pense, en 80. Il va mourir par un cancer. Ouais. Et le Shah a été amené et appuyé par les Américains pendant très, très longtemps. Ouais. Et probablement en partie parce qu'il a commencé lui aussi à vouloir du pouvoir. Et il voulait... se détacher de ses protecteurs? Pas nécessairement se détacher, mais il voulait la part du gâteau aussi, donc il ne voulait pas obéir à tout ce qu'on lui disait. L'Iran étant un pays pétrolier, il avait le bon bout du bâton. L'Iran était à la tête de l'OPEP, qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, et ont voulu augmenter le prix du pétrole et avoir leur mot à dire. Ils disaient, cette ressource, cette richesse nous appartient. On ne peut pas être seulement ceux qui la vendent. Non. On veut la gérer aussi. Et fixer les prix. Bon. Donc, fixer les prix, fixer les quotas, la quantité qu'on allait exploiter pour pouvoir fixer ou contrôler le marché de l'énergie, le marché du pétrole. Donc, étant donné qu'il ne voulait pas se laisser faire, il voulait augmenter le prix du pétrole et tout ça, donc les Américains n'ont pas aimé. Il n'était plus d'utilité pour les Américains. C'est ça. Ouais. Ils se sont dit peut-être on va le... Et là, parce que bon, là je lis... Il faut faire attention à ce qu'on lit. Il faut toujours faire attention à ce qu'on lit. Mais... Toujours. Surtout aujourd'hui. Je lis quand même qu'il y a la scolarisation des femmes augmente. Absolument. De façon assez spectaculaire. La ruralité semble reculer. Les gens s'installent en ville. Bon, et là, ça vient avec tout un nouveau système de valeurs. Comment ça est possible dans une république islamique? Parce que... Je sais que mes questions sont naïves, mais Non, elles sont très, très bonnes. Parce que avec l'argent du pétrole qui était là, avec la société qui était en croissance au niveau du développement de la société, pas juste au niveau de la démographie, mais aussi on commençait à avoir de plus en plus de routes, on commençait à avoir de plus en plus d'universités, les lois étaient devenues, il y avait des lois qui permettaient la modernité, si vous voulez. Il y a quelque chose qui ne pouvait pas s'arrêter. C'est ça. Les mollahs qui sont arrivés au pouvoir en Iran sont très différents des talibans, par exemple. Okay. La croyance, la mouvance, la façon de penser des talibans et ce qu'ils ont fait avec l'Afghanistan, où ils ont tout étouffé, n'était pas possible en Iran. Okay. Où eux n'avaient pas cette ambition-là. Donc, ils ont continué le développement. Le pétrole s'est développé encore plus, l'argent rentrait dans le pays beaucoup, même si l'Iran a été en guerre pendant 8 ans avec l'Irak. Ça va commencer en 80 quand même, la guerre. Oui, 1 an après la Révolution. Et donc, il y a eu beaucoup de
c'était quand même une société révolutionnaire. Donc, moi, je me souviens, mes parents étaient bénévoles dans des comités de développement. Ils allaient aux quatre coins du pays pour développer le système de santé. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués aussi pour le développement du pays. Et ça a continué. Il y a eu de plus en plus d'universités qui se sont construites, de plus en plus d'hôpitaux. Et aujourd'hui, la ruralité est minoritaire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, des villes, des villages... Moi, ça fait 42 ans que j'ai quitté l'Iran. À l'époque, c'était des villages. Maintenant, ce sont des villes qui ont des universités dedans. Le nombre d'universités qu'il y a en Iran est incroyable. La population est très scolarisée. Mais c'est ça, on était dans une courbe de croissance que le gouvernement islamique n'a pas arrêtée. Est-ce qu'ils voulaient l'arrêter ou ils se sont dit... Là, je sais qu'on spécule. Là. Ils ont mis des bâtons dans les roues, beaucoup. Par exemple, ils ont voulu mettre des bâtons dans les roues des femmes en séparant. En Iran, l'école primaire et l'école secondaire, on a des écoles pour filles et des écoles pour garçons. C'est complètement séparé. Mais à l'université, ce n'est pas séparé, c'est mixte. Alors, ils ont beaucoup essayé, le gouvernement islamique a essayé de dire, les femmes, on va faire des universités pour femmes. Personne n'a accepté ça. Parce que si on faisait des universités pour femmes, il n'y aurait pas eu de femmes scolarisées. Ils ont voulu faire des hôpitaux pour femmes. La population n'a pas accepté. Elle a dit non, on n'accepte pas ça. Et donc, les femmes ont continué à aller à l'université. Ils ont mis des rideaux. Ils ont mis des rideaux dans les classes pour que les femmes soient séparées des garçons. Ils ont mis de manière très, très ridicule, absurde, ils ont mis des normes où la fille, parce que la voix de la femme excite l'homme, alors les filles n'avaient pas le droit de poser de questions en classe, devaient écrire leurs questions. Et les donner à des garçons. Donner aux profs pour qu'ils le lisent. Non, mais ils ont fait des choses. Ils ont essayé de faire des choses comme ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à le faire. Les femmes sont très instruites en Iran. Aujourd'hui, 60% des personnes qui sont sur les bancs des universités sont des filles. Donc, ça n'a rien... La société, ça donne toute une autre couleur à la société. On ne peut pas la réprimer de la même manière. Je vous ai dit... 3 semaines après la Révolution, ils ont voulu nous imposer le voile. Ils n'ont pas pu le faire, mais 2 ans plus tard, ils l'ont réussi. Comment? 2 ans, de manière très, très sauvage. Ils ont imposé des restrictions aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans des... Premièrement, ne pouvaient pas travailler si elles n'étaient pas voilées. Ah, mon Dieu! Ne pouvaient pas travailler si elles n'étaient pas voilées. C'est comme l'antithèse de ce qu'on vit présentement. Exact. Salutations à Bernard Drinville. Alors, n'avaient pas le droit donc de travailler si elles n'étaient pas voilées. N'avaient pas le droit de rentrer dans les institutions étatiques ou les ministères si elles n'étaient pas voilées. Donc, les femmes n'étaient pas voilées, mais dès qu'elles voulaient rentrer dans un ministère, poser la chose sur la tête, aller rentrer... n'avaient pas le droit d'être soignées si elles n'étaient pas voilées, n'avaient pas le droit d'aller à l'école si elles n'étaient pas voilées, n'avaient pas le droit d'aller à l'université si elles n'étaient pas voilées. Puis là, n'avaient pas le droit d'embarquer dans l'autobus si elles n'étaient pas voilées. Là, n'avaient pas le droit d'embarquer dans les taxis si elles n'étaient pas voilées. Puis après ça, c'était la rue. N'avaient pas le droit de sortir dans la rue si elles n'étaient pas voilées. Sous peine d'emprisonnement, de acide dans le visage, de amende. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à nous voiler. Et pourquoi ils ont misé là-dessus comme première mesure restrictive ou première mesure contre les droits humains en Iran? Parce que, c'est un pilier de l'islam, le voile. Un pilier. C'est pas un pilier de l'islam, mais c'est un élément important dans l'islam. Et deuxièmement, ça marque. Parce que du jour au lendemain, tu vois que dans la rue, il n'y a que des femmes voilées. Là, tu dis, OK, il y a quelque chose qui a changé. Et ça marque l'imaginaire de là, c'est nous qui gouvernons, c'est l'islam qui gouverne. Et là, personne ne peut être contre ça. La première liberté à attaquer les femmes, la deuxième liberté à attaquer la presse. Ah ouais. Pendant l'été. Oui, ça, on n'en a pas parlé. Avant cette arrivée-là, la presse en Iran, presse libre? Il n'y avait pas de presse libre. Mais pendant la Révolution, il y a eu
effervescence, beaucoup de journaux qui sont sortis. La presse, on avait plusieurs journaux qui sont sortis. Et, est-ce que les journaux étrangers rentrent facilement? Est-ce qu'on est capable de lire? En Iran, on est scolarisé en persan. À l'époque, peu de gens parlaient anglais ou français. Donc, c'est pas la popularité. Non, on lit les journaux iraniens en persan. Donc, c'est la presse iranienne qui a beaucoup proliféré. Et donc, en février, on fait la révolution. Et à l'été, la presse est attaquée. Le gouvernement, il ferme plusieurs journaux. Des manifestations monstres, surtout à Téhéran. Moi, j'étais à Téhéran à l'époque pour la liberté de la presse. Mais ils ont commencé comme ça, petit à petit. Après ça, c'était les universités qu'ils ont fermées. Ils ont dit, tous ceux qui sortent des universités sont communistes. Donc, c'est une usine à fabrication de communistes. Comme ici! Comme ici, les universitaires, il faut s'en méfier. Non, c'est pas comme ici. Donc c'est comme ça qu'ils ont finalement instauré leur dictature. Et à l'époque du Shah, on avait une dictature du 20e siècle, une dictature moderne. Puis là, on est tombé dans un trou où... un trou temporel. Un trou noir. Où on nous a imposé une dictature du 13e siècle. Parce que là, on était géré par le Coran. Hein? Les droits humains n'existaient pas à l'époque. Et moi, je ne veux, comme humaine, être gérée par une loi il y a 1400 ans. Non, je veux pas. Vous êtes en Iran quand la guerre éclate contre l'Irak? Oui. Est-ce que ça a aidé? Je dis que ça a aidé. Bon, deux choses. La prise d'otage des étudiants américains. Est-ce qu'on est dans une guerre idéologique avec les États-Unis ou la guerre, elle est ici envers... Est-ce que les Iraniens et les Iraniennes perçoivent les Américains comme le grand mal, comme on nous le présentait à l'époque? Oui. Oui, je dirais majoritairement oui. Pourquoi? Ça ne dérangeait pas les gens. C'est les souvenirs de... Les souvenirs du Shah. Le Shah était suppôt des Américains. Donc, si on était contre le Shah, on était contre les Américains aussi, forcément, parce qu'ils ne voulaient pas le bien de la population. Donc, je ne dirais pas que la majorité des gens étaient contre les Américains. Ils s'en foutaient des Américains, en fait. C'était pas... Parce que dans ce que j'ai lu aussi, on décrit beaucoup la révolution de Khomeini, la révolution islamique, comme quelque chose d'intéressant pour les intellectuels occidentaux parce que elle semble proposer quelque chose qui est à l'extérieur de la guerre froide. Qui est non aligné. Qui est non aligné et qui n'est pas soviétique ni américain. Exact. Mais de ce que vous nous racontez, dans le fond, est-ce que c'est une espèce de regard poétique des intellectuels qui ne sont pas sur place et qui ne vivent pas réellement ce qui se passe sur le terrain? Je dirais étant donné que cette révolution était une révolution très populaire, je dirais que c'était plus nos rêves. On rêvait à... On pensait qu'on allait accéder à, on allait arriver à. Et on n'est jamais ni arrivé, ni emboîter le chemin vers cette liberté. À part les quelques premiers mois où il y avait un espace de liberté, la répression s'est installée assez rapidement. Et est-ce que la guerre contre l'Irak soude le peuple derrière? Évidemment, j'imagine que on oublie un peu ce que la révolution nous fait et là, on a un ennemi commun et ça aide un peu les mollahs. Oui, comme tout nationalisme surgit quand on est sous attaque. Alors, évidemment, oui, les gens ont mis leurs divergences de côté. On dit, la liberté, maintenant, ce n'est pas la priorité. Hein? La priorité, c'est préserver les frontières du pays. Et comment vous l'avez vécu, cette guerre-là? Nous, on était à Téhéran, donc on était loin des attaques. Mais on l'a vécu comme une agression envers le pays. Mais mettons, pour moi, c'était le gouvernement iranien, c'était Khomeini qui continuait à provoquer la population irakienne pour se soulever contre Saddam. Et à un moment donné, Saddam, il en avait marre, puis il a dit c'est le meilleur moment. Si je veux les attaquer, c'est le meilleur moment parce que l'armée est affaiblie, le gouvernement n'est pas encore... a pris la possession, n'est pas encore solide, n'a pas pris la possession de tous les rouages du pays. Alors, si je veux
les attaquer, c'est là. Donc, il attaque, l'Iran riposte. Et là, il y a le jeu des puissances derrière ça. Absolument. Israël... L'Occident fournit des armes aux deux. Ouais, c'est ça. C'était bien que ces deux-là s'affrontent. Parce que vous avez parlé d'Israël. Ouais. Justement, Israël... l'Irak était l'ennemi numéro 1 d'Israël parce que c'était un pays très, très fort dans la région. Aligné avec l'URSS. Oui. Quand même. Qui était contre Israël. Et beaucoup de réfugiés palestiniens en Irak aussi. Et maintenant, l'Iran qui arrivait au pouvoir avec cette promesse qu'on va libérer Quds, donc Jérusalem. Ça devenait deux pays qui commençaient à faire un peu trop de monde contre Israël, trop de puissance. Mais en même temps, transige avec Téhéran. Là, j'ai vu qu'il y avait des liens entre Israël, Téhéran et Oliver North et les révolutions en Amérique centrale, que dans le fond, Israël vendait des armes à Téhéran qui les réacheminait. J'ai lu ça dans le monde diplomatique parce qu'ils ont il y a à peu près 400 articles qu'on peut consulter dans les archives. Et on se rend compte de la complexité et du jeu des puissances occidentales aussi. Donc, à l'époque des Contras? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, le marché de l'arme, tu sais, ça a toujours été très florissant, malheureusement. Bon, aujourd'hui, parce que on va pas faire tout le... Est-ce qu'il y a eu un durcissement dans les dernières années par rapport à ce régime-là, cette révolution islamique qui dure depuis 47 ans? Presque un demi-siècle, c'est incroyable. On n'aurait jamais pu penser que ça allait durer. Premièrement, les mollahs, ils ne savent pas gérer un pays, mais là, ils se sont... Qu'est-ce que ça veut dire, mollah, en fait? Le terme mollah, ça veut dire religieux. Tout simplement? Oui. OK. Et là, est-ce qu'il y a eu un durcissement dans les dernières années? Parce que j'ai l'impression, ou c'est peut-être parce qu'on entendait moins parler dans les médias, mais j'ai l'impression que les massacres qu'il y a eu récemment, est-ce que c'est quelque chose qui était là depuis toujours ou il y a eu vraiment un resserrement du régime parce qu'on sent que les gens commencent à vouloir se libérer? Comment on peut l'expliquer? Alors, ce pouvoir, cette dictature, donc on est tombé d'une dictature à une autre, finalement. Et cette dictature religieuse, elle dure depuis 47 ans. Il y a eu, dès le début, des mouvements de protestation, de l'insurrection, de l'opposition, surtout des groupes de gauche et tout, contre ce gouvernement-là, et même certains groupes religieux contre ce gouvernement-là, qui ont été réprimés dès le début. Donc moi, si ça fait 42 ans que je suis ici, c'est parce que j'ai été tabassée en Iran à l'époque, dans les années 80. Donc, il y a toujours eu des soulèvements contre le gouvernement, mais pendant longtemps, il y a une partie de la population qui pensait que, de toute façon, étant donné qu'on n'a pas le moyen on n'a pas le moyen et c'est peut-être pas nécessaire de renverser ce gouvernement parce qu'on va essayer de faire des réformes à l'intérieur du système. Est-ce que ça marchait? Est-ce qu'il y a eu des assouplissements? Ils ont essayé beaucoup. À l'époque de Khatami, il y a eu certains assouplissements sur le plan social. Ça, c'est quelles années? C'est ça après c'est les années 2000. Donc 2000, avant, après, début 2000. Après 2000. Okay. Et donc, il y a eu un certain assouplissement, mais rien pour menacer le régime. Rien pour menacer le régime et rien pour apporter de la liberté pour la population non plus. Et plus ça avançait, plus les révoltes étaient mieux organisées, plus fortes, plus... Il y avait quelque chose de répressible, il y a quelque chose qui grandissait. Oui, parce que cette ombre de répression, là, ça étouffe la population. Donc, sur tous les plans, c'est lourd. Sur le plan social, c'est lourd. Sur le plan juridique, c'est lourd. Sur le plan des droits humains, c'est lourd. Sur le plan de la culture, c'est lourd. Sur le plan de l'économie, c'est lourd. Sur les relations internationales, tout est conflictuel avec ce gouvernement. Tout est conflictuel. Donc, les gens, à un moment donné, en ont marre. Et toute opposition est réprimée. On ne peut pas s'organiser. On peut pas s'organiser pour créer des partis politiques ou créer un espace démocratique pour demander un changement.
Donc, si on regarde les 15 dernières années, les 15 dernières années, je dirais, à chaque 2-3 ans, il y a eu un énorme soulèvement. Une fois, c'est à cause du détournement électoral. Une fois, c'est à cause du prix du pétrole. Une fois, c'est à cause de la question des droits des femmes, l'obligation de porter le voile, il y a 3 ans avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. À chaque mouvement, il y a une répression encore plus forte de la part du gouvernement. Ça n'empêche pas les gens Ça n'empêche pas, ça fait fuir une partie des gens. À un moment donné, les gens n'en peuvent plus, ils s'en vont. Mais le désir de changement... Et ce désir de changement n'a jamais disparu. Et cette haine du gouvernement qui, à chaque fois, a tué des gens encore plus, a réprimé encore plus, ça a nourri la haine de la population envers ce gouvernement. Et il y a 2 mois, il y a eu une dernière révolte à cause de la dévalorisation de la monnaie. Et pour des raisons économiques. Et donc, les gens sont sortis dans la rue. Encore une fois, à chaque fois, peu importe le déclencheur de cette révolte, les gens ont compris que aucun changement n'est possible avec ce gouvernement. Donc, si on veut qu'un changement soit possible, il faut changer de régime, il faut changer d'ordre. Et les gens, très rapidement, après 2 slogans sur la question économique et la misère économique, après ça, ils tournent très rapidement que on ne veut plus ce gouvernement islamique, on veut la mort de Khomeini, on ne veut plus de dictature, on veut de la liberté, etc. Donc, très rapidement, ça tourne vers ça. Et cette fois-ci, la population a fait face à une force répressive. Il y a un massacre sans précédent. Le gouvernement, cette fois-ci, a eu très peur. Très peur pour plusieurs raisons. Parce que c'était le bazar, le Kurdistan, tout ça en même temps qui faisait la grève. Donc, tout allait être bloqué. La population qui est sortie dans la rue. Il y a eu Israël et les États-Unis qui ont appuyé la population et dit « Sortez, moi je veux venir ». Certains, Reza Pahlavi qui a dit « Sortez, moi j'arrive, sortez, c'est la fin du gouvernement, Israël m'appuie, les États-Unis m'appuient, on va changer tout ça ». Donc, les gens ont été encouragés à aller encore plus loin. Et ils sont sortis avec beaucoup plus d'espoir de pouvoir opérer le changement. Parce que là, ils ont dit, si les plus forts du monde, peu importe si c'est des méchants, peu importe, si c'est des bandits, c'est pas important. S'ils sont avec nous, on est plus fort que tout ça. On va tout prendre pour se débarrasser de ces gens-là. C'est ça, on va tout prendre pour se débarrasser de ces gens-là. C'est exactement ça. Donc, ils sont allés, le gouvernement, cette fois-ci, a ouvert le feu devant les manifestants, mais pas juste avec des fusils, avec des mitraillettes. Donc, des dizaines de milliers de personnes tuées. C'est des scènes épouvantables. Et alors, c'est ça. Donc, ça continue. Cette haine contre ce gouvernement ne s'estompe pas. Mais là, elle est plus forte que jamais. Là, on ajoute la guerre. On ajoute la guerre. Mais on vient de dire que la population est rendue au point dans son opposition à ce gouvernement qui se disent, nous, on a tout essayé pour les faire, pour les détruire. On n'a pas réussi. Donc, on prend n'importe quoi. On prend tout pour les détruire. Et si ça vient avec des bombes, on n'a pas le choix. La population iranienne est rendue à cet état de désarroi. Pour se dire que si c'est avec des bombes qu'on va pouvoir les... On sait qu'ils vont nous tuer, on sait qu'ils vont nous détruire, mais anyway, ça fait 50 ans qu'ils sont en train de nous détruire. Ce gouvernement est en train de nous détruire. De génération en génération, a détruit tous nos rêves, toutes nos vies. On n'a pas de vie. Les gens disent on n'a pas de vie. Alors... Est-ce que la diaspora, elle est soudée, active? Est-ce qu'il y a des tensions? Si on parlait tantôt c'est le cousin? Un cousin, je ne sais pas quelle est la parenté. Mais c'est exacte. Le fils de Reza qui est aux États-Unis. Ah oui, ça c'est le fils de Mohammad Reza Pahlavi, le fils du Shah. Est-ce que c'est vrai qu'il est un peu...
ridiculisé en Iran même, et que je lisais que les médias ont tendance, ici, les médias occidentaux ont tendance à le voir comme quelqu'un que la population attend, et pourtant, les gens sont très divisés, puis lui-même a pas l'air si pressé que ça de revenir au pouvoir. Alors, ça, c'est intéressant parce que lui, il a à de nombreuses reprises dit que moi, ça ne m'intéresse pas d'aller en Iran. Ah, OK, il l'a dit. Il a dit qu'il est républicain. Il n'est même pas monarchiste, okay. Qui pense que c'est mieux d'avoir une république, qui ne veut pas être roi, à de nombreuses reprises. Mais là, les gens qui l'entourent, ils disent non, tu n'as pas le droit de dire ça. T'es le fils du roi, t'es notre roi. Il a changé beaucoup de fois de discours et la mouvance Pahlavi, dans le fond, et cette fois-ci, parce qu'elle a toujours existé. Ouais. Mais cette fois-ci, elle a été beaucoup plus forte parce qu'il y a eu une énorme campagne publicitaire menée par Israël pour le branding Pahlavi, pour créer le branding. On a même considéré que c'était un peu un pantin du gouvernement israélien. Moi, j'ai lu ça aussi. Là. C'est ça. Il est allé à de nombreuses reprises demander de l'aide à Netanyahou et tout ça, demander de l'appui. C'est un pro-Trump aussi. Là. Il a participé à des activités. Oui. C'est ça. Oui. Alors, donc, Israël a dépensé beaucoup d'argent pour créer ce branding sur les réseaux sociaux essentiellement pour essayer de faire croire que tout le monde en Iran demande Pahlavi. C'est pas vrai. Il y a des gens, oui, en Iran qui ne demandent pas la vie. Mais c'est pas vrai que tout le monde. Ça a pris 3 semaines de soulèvement, de massacre, de tout ça, de grève et de sorties dans les rues avant qu'on voit un slogan pro-Pahlavi sur les murs. Et en Iran, on a la tradition d'écrire, de marquer nos opinions sur les murs dans la rue. Donc, ça a pris 3 semaines avant qu'on voit. C'est un peu factice, là. C'est un peu... Oui, mais ça, c'est en Iran. Oui. À l'extérieur, c'est différent. À l'extérieur, une bonne partie de la diaspora est restée collée à l'Iran. Une bonne partie de la diaspora a beaucoup d'espoir de retourner en Iran, j'imagine. Et ces gens-là, beaucoup de ces gens-là ont vu en Pahlavi, une partie y croit, réellement, royalement, c'est le cas de le dire, mais une autre partie se dit, si c'est lui qui a l'appui de l'étranger, parce que tous les différents gouvernements qui sont arrivés au pouvoir sont arrivés appuyés par les étrangers, à part la révolution de Khomeini. Alors, ils se disent, si c'est avec leur aide qu'on doit arriver au pouvoir, c'est lui qu'ils appuient, parce qu'ils ont fait croire à la population que Trump appuyait Pahlavi, que Netanyahou appuyait Pahlavi, ce qui n'est pas le cas. Trump, à chaque jour, il change d'opinion. Un jour, il dit c'est un bon gars, mais là, on sait bien que lui, il ne pourra rien faire. Non. Ils ont essayé de faire croire aussi à la diaspora qu'il y avait un énorme mouvement pro-Pahlavi à l'intérieur du pays, que tout le monde réclamait Pahlavi à l'intérieur du pays et que tout le monde réclamait Pahlavi dans la diaspora aussi. Et ils ont beaucoup essayé de taire, encore une fois, exactement comme ce qui s'est passé en 1979, de taire toute opposition. Donc, vous m'avez posé la question, est-ce que la diaspora est unanime? Pas du tout. Beaucoup de conflits dans la diaspora aussi. En Iran, ces conflits n'existent pas parce que les gens sont sous les bombes et sous les tirs de la dictature. Ils n'ont pas ce luxe. Ils n'y pensent même pas, en fait. Il n'y a pas de chicane à l'intérieur du pays parce que l'ennemi est commun et c'est le gouvernement. Il faut faire tomber le gouvernement avec tous les alliés possibles. On est prêt à s'allier avec le bien et le mal et le diable, mais pour les faire tomber. Parce que je lisais hier des messages qui arrivent de l'Iran, qui arrivent très difficilement, qui sortent très difficilement de l'Iran, mais des messages de détresse qui sortent, qui disent « on est sous les bombes, la ville est en train de brûler, Téhéran, on ne peut même plus respirer à force de ils ont attaqué les citernes et tout ça. » C'est un écocide, là, Exactement. Et c'est très grave ce qui est en train de se passer. On n'est même plus capable de respirer, mais vous savez qu'est-ce qui nous fait le plus peur? C'est que ce régime reste. C'est de ça qu'ils ont le plus peur. C'est épouvantable ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est épouvantable. Donc, eux, en Iran, ils sont très unis pour faire tomber ce gouvernement par n'importe quel moyen. C'est pour ça qu'on entend des messages très contradictoires.
Ici, on n'est plus capable. Les gens, mes amis m'appellent, me disent Nima, qu'est-ce qui se passe là? On ne comprend pas. Les gens, ils veulent des bombes. Je dis non, ils ne veulent pas de bombes. C'est qu'ils ne veulent pas de ce gouvernement. Alors, si les bombes vont les aider à se débarrasser du gouvernement, ils sont prêts à le prendre. Vous n'êtes jamais retourné, hein? Je suis, pendant 42 ans... je sais pas. Oui, pendant 42 ans que je suis ici. Moi, j'étais opposante au gouvernement en Iran. Sinon, je n'aurais jamais quitté. Moi, c'était pas dans mes plans de vie du tout de quitter l'Iran. J'adore mon pays. J'étais très bien. Et je voulais rester là, comme militante, comme membre actif de la société. Je voulais contribuer à la construction de mon pays. J'ai été obligée de quitter. Et quand je suis venue ici, je n'ai jamais cessé de m'opposer au gouvernement. Donc, pour moi, un retour en Iran était un peu suicidaire. C'était trop dangereux. Donc, on n'est pas retourné jusqu'à l'époque de Khatami, où il y avait un petit espace d'ouverture où le gouvernement iranien faisait beaucoup de publicité pour que les gens de la diaspora retournent en Iran et tout ça. Ils avaient dit, même c'est des forces vives, hein? Ils voulaient attirer l'argent qui était à l'extérieur. Ils voulaient attirer l'attention, c'est ça, les gens à l'intérieur. Et donc, on s'est dit, peut-être c'est le moment pour aller faire un petit tour en Iran. Donc, on est allé faire un petit tour en Iran. Ça s'est bien passé, vous êtes revenu? Ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème. On a eu très, très peur. Très peur. Mais une fois rendu là-bas, il n'y a rien eu. Et même là-bas, le voile obligatoire. Moi, je dis le voile, moi, je ne suis pas capable. Hein. Alors, j'ai porté le turban. Je me suis dit, je vais porter le turban. Ça marchait, ça a passé? Ça a passé. J'ai passé comme une étrangère. J'ai passé comme une étrangère parce que, premièrement, je suis née en France. Donc, notre stratégie était que si jamais on nous arrête, moi, je m'appelle Nima Valérie Machouf. Hein, j'ai 2 noms. Et si jamais on nous arrête, moi, je m'appelle Valérie. Je suis la femme d'un Iranien. Donc, on est venu en Iran. Donc, moi, je suis née en France. Je suis une étrangère. Donc, ils sont moins sévères avec les étrangers. Ils doivent se voiler, mais sont moins sévères. Alors, un turban, ça passait. Donc, turban, chemise, pantalon. Donc, tous ceux qui me voyaient dans la vie disaient, non, ça, c'est une étrangère, ça se peut pas. Ça se peut pas que ce soit une Iranienne. Mais, donc, j'ai manifesté mon opposition uniquement de cette manière pendant le mois où j'étais en visite en Iran et j'ai beaucoup apprécié retourner au pays. Nima, merci. On va souhaiter je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter avec cette situation-là qui semble sans issue, malheureusement, mais il va y avoir une issue. La fin de la guerre et la fin du gouvernement iranien, et le gouvernement islamique, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour la population. Si ce gouvernement ne tombe pas, ils vont massacrer tout le monde. Vous savez, la répression à l'intérieur, les gens qui même envoient des textos ou envoient des vidéos à l'extérieur, ils reçoivent des textos de menaces. Les gens qui sont à l'extérieur, qui sont dans la diaspora, qui mettent des vidéos et tout ça contre le gouvernement, le gouvernement iranien dit on va confisquer tous vos biens à l'intérieur du pays. Donc, ils commencent à attaquer même l'extérieur. Et le gouvernement iranien, il sait qu'il est à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il est en train de tirer à boulet rouge sur tout. Et d'ailleurs, il l'avait dit aux États-Unis, il avait dit à Trump, si vous attaquez tous les biens et les intérêts américains partout dans le monde seront une cible légitime. Pour nous, on sera en mode défense. En mode de défense légale. Donc, c'est épouvantable. Mais maintenant, c'est en train de s'embraser. Toute la région est en train de s'embraser. Et on déteste Trump profondément. Oui. Fait qu'il y a une partie de nous qui souhaite qu'il perde, mais en même temps, s'il perd, c'est le peuple iranien qui perd aussi. C'est très... Mais moi, je me dis, retournons, on a des instances internationales. Après la Deuxième Guerre mondiale... Vous croyez encore à ça? On sait... non, mais justement, c'est le temps de remettre de l'avant ces institutions qui ont perdu leur lustre, qui ont perdu
tout leur sens. Donc, il faut que la communauté internationale se réveille et dise, mais voyons donc, c'est quoi pourquoi le monde permet à Trump ou à Netanyahou d'agresser les autres peuples? C'est fou. Donc, il faut les empêcher de faire ça, mais en même temps, ces mêmes instances doivent dire, il y a un gouvernement qui est en train d'exercer un massacre de sa population. Donc, et la population demande sa destitution. Ils ne sont pas capables, on va les aider. Pourquoi? Pour aider les Iraniens. Parce que si la communauté internationale ne dit rien à Trump, c'est qu'elle est complice. Tout à fait. Ne dit rien à Netanyahou, c'est qu'elle est complice. Ouais. Donc, tant qu'à être complice pour tuer des gens en Iran, mais qui tue juste les bonnes les personnes du gouvernement, donc qui l'asphyxie ce monde politique, qui ferme toutes leurs ambassades, qui ramène toutes leurs arrêtent de bombarder les écoles. Qu'ils arrêtent de bombarder les écoles en commençant, qu'ils arrêtent de bombarder les villes. Vous savez, ils sont en train de faire avec l'Iran ce qu'Israël a fait avec Gaza. Tout à fait. Non, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Donc, il faut que la communauté internationale se ressaisisse et qu'elle fasse ce qu'elle est supposée de faire. Tout à fait. Donc, si on veut exercer une pression pour un changement au gouvernement du gouvernement en Iran, la communauté internationale serait capable. La population le réclame. Tout à fait. La communauté internationale serait capable de venir en aide à la population en asphyxiant le gouvernement et non pas en mettant des bâtons dans les roues de la population, en imposant des mesures qui font plus de dommages à la population et non pas au gouvernement. Donc, c'est ça que je souhaite, que le monde entier se saisisse et que ce gouvernement disparaisse le plus rapidement possible, le gouvernement iranien disparaisse le plus rapidement possible et que l'ordre mondial contrôle les bandits qui sont en train de mener la loi de la jungle dans le monde entier. On se souhaite ça, mais en même temps, si ça arrive, est-ce que nous, on va vous perdre? Je ne sais pas. Bonne question. Mais je pense que moi, je retournerai certainement en Iran. Je retournerai certainement en Iran pour visiter le pays. C'est un pays magnifique que j'aimerais faire visiter à beaucoup de monde. Mais ma vie est là. Ouais. Nima Machouf, merci. Vraiment. Merci à vous. Alors voilà ce qui conclut ce 23e épisode. Merci à Nima Machouf et Amir Kadir de m'avoir reçu. Merci à Nima de m'avoir parlé, de m'avoir partagé ses réflexions. J'espère que vous avez apprécié. Puis j'ai envie de terminer en musique en rendant hommage en quelque sorte à l'Iran. J'ai fait des recherches. Évidemment, je ne consomme pas beaucoup de musique iranienne. Et il n'y en a pas tant que ça aussi sur les plateformes d'écoute qu'on connaît. Mais j'ai trouvé sur Discog, cette base de données des collectionneurs de vinyle, un album qui est sorti. Attendez que je vous le dise. Bon, c'est marqué 2010. Ouais, ça doit être ça. Donc, c'est une réédition 2010, mais un album qui s'appelle Persian Underground. Garage rock, beat and psychedelic sounds from the Iranian 60s and 70s scene. Et c'est vraiment un album intéressant. C'est une compilation d'à peu près 8 ou 10 groupes donc d'Iran qui ont enregistré des 45 tours dans les années 60-70. Je ne connais aucun de ces groupes-là. On parle de groupes comme Big Boys, Ojubea, Saed and Tigers, Kambids, Takalaha qui fait entre autres une reprise d'une chanson des Stones. Mais de ce que je comprends, c'est drôle parce que beaucoup de titres sont en anglais, mais je comprends qu'il y a beaucoup de compositions. En fait, ce n'est pas que des reprises, comme on voyait par exemple ici dans le Yéyé. Et j'ai envie de vous faire entendre un de mes coups de cœur parce que l'album, on peut le trouver sur YouTube. Là, il y a quelqu'un qui l'a mis en ligne. C'est une batteuse et chanteuse qui s'appelle Zangolea. Et elle a 2 chansons sur cet album. Et je vous présente une de ces chansons qui s'appelle Spring. Ça tombe bien parce qu'on est presque le printemps. Et vous allez voir, c'est étonnant parce qu'on ne sait pas l'image qu'on se fait, évidemment, de
de l'Iran des années 70 et des années 60 musicalement. Puis je suis tombé aussi, en faisant de la recherche, sur beaucoup de photos. C'est très touchant de voir ce qu'était l'Iran et ce qu'elle est devenue à cause de la révolution islamique, entre autres. Vous allez voir, c'est facile à trouver. Puis bon, je pense que je suis dû là, pour une infolette. Je pourrais mettre quelques photos, mais on voit ces photos-là, puis je repensais aux propos de Nima Machouf qui, elle, militait à l'adolescence. Puis tu sais, on sentait qu'il y avait de l'espoir aussi. Il y avait ce discours pseudo-progressiste, mais les gens avaient envie d'y croire aussi. Bon, fait qu'il y a quelque chose de touchant, puis je trouve que cette chanson-là aussi témoigne de ça. Alors, je la dédie à Nima Machouf et à toutes ces Iraniennes, particulièrement ces Iraniennes, parce que c'est elles qui sont, on dirait, le plus en tabarnak. Et c'est par elles que ça va changer, je pense, comme c'est souvent le cas. C'est avec les femmes que ça va changer. Fait que voilà. Pour toutes celles qui brandissent le poing et qui sont en colère, il y a le printemps qui s'en vient et parfois il nous régénère et cette chanson en témoigne. Voilà. Donc, Zangolea, Spring, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.